Merci de préférer la télévision deuxième, mesdames et messieurs, bonsoir. Partout où vous êtes ce soir et vous nous regardez. Bienvenue à tous et bienvenue à toutes lundi. Il est 20h30 et c'est bien l'heure du sport. Le temps s'arrête pour nous de parler de l'actualité du sport, aussi bien au pays qu'à l'extérieur. Nous parlerons ce soir d'une formation, on va dire d'une académie. Voilà, on va parler d'une académie puisque la crise sanitaire est arrivée. Plusieurs activités se sont arrêtées pratiquement. Alors, comment vont les activités de l'autre côté de cette académie-là? On fera juste un flash sur cette académie-là. Et donc, le temps pour nous de revenir sur la Coupe d'Afrique et des Nations Cameroun 2022. C'est un feuilleton qui ne cesse de finir avec la réaction du patron de la FIFA qui interpelle la CAF à reporter cet événement-là, la CAN. Alors, qu'est-ce qui sera concrètement fait? On attendra de voir avec d'ailleurs les clubs de l'Europe qui refusent de libérer les joueurs pour venir jouer pour leur pays. Quelle sera la finalité de ce feuilleton? On essaiera de décrypter cette actualité dans cette émission et nous sortirons par donc les championnats nationaux pendant que la première division disputait la 4e journée, la D2 et l'autre disputait la 2e journée. Nous essaierons d'analyser, de commenter les résultats et le classement donc à l'issue de ces différentes journées. Voilà donc le menu de cette nouvelle sortie de votre émission, la 2 Sport, sur la chaîne de proximité, la télévision deuxième. Ce soir, dans ce studio, nous recevons deux invités. Le premier à ma gauche, et je commence bien évidemment par lui, puisque c'est lui apparemment le grand frère du studio. Bonjour Aboubakar, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors, comment vous vous portez? Je vais très bien. Les activités sportives, on vous voit souvent sur les terrains du championnat, hein? Vous suivez vos enfants ou vous venez regarder juste le jeu? Non, je viens juste regarder le jeu. Juste le jeu. Voilà, donc vous êtes le responsable de l'académie Bouba qui donc est basée dans la banlieue nord de Lomé. Nous parlons bien de Aguazongo. C'est bien là que l'académie Bouba donc est en train de mener ses activités et certainement que nous essaierons très prochainement de passer pour voir un peu comment est-ce que les activités se déroulent avec notre caméra. On viendra une fois, Inch'Allah. C'est ça, Inch'Allah. Alors, dites-nous, comment est-ce que l'académie se porte actuellement avec la crise sanitaire? L'académie se porte bien. Et vu que l'académie Bouba, c'est surtout le foot au service de l'éducation, donc on essaie d'aller plus vers l'éducation, vu que sur le terrain, on ne peut pas vraiment travailler, donc on essaie d'intégrer les enfants sur le plan éducation surtout. On parlera de certains sujets donc, dans cette académie. Alors, notre second invité, lui, c'est un habitué de ce plateau, Edouard Agbetou, journaliste sportif. Il est rédacteur en chef de www.lesportif228.com. Edouard, bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup, Roger Levenu. Bonsoir également à tous les téléphiles qui nous reçoivent en ce moment, en plein président. Et chapeau à lui parce que ce n'est pas du tout évident. On apprend la vie des académies à Togo. On va parler dans cette émission. Alors, le week-end, vous étiez samedi, vous étiez sur quel terrain? Samedi, j'ai suivi le match entre Maranatha Diop qui se déplaçait à Bossimé pour y affronter l'étoile filante de Lomé. Score à l'arrivée 2 buts à 0 pour la Villa-Filenté. Et le dimanche également, on était à la JCA pour l'autre duel, l'autre derby de la capitale entre la SOTR et le Togolais. Un but partout. Il n'a pas voulu se déranger. C'est comme à Karaou. Tranquillement, avec le match attendu de la zone nord. Voilà, amicalement, on se dit ok, d'accord. Quelqu'un a écrit, ils se sont entendus pour se partager le point. Complètement la phase dernier exercice. Voilà, nous, on va s'intéresser un peu donc à l'académie. Alors, dites-nous un peu quelles sont les raisons qui ont conduit à la création de l'académie aujourd'hui. Et si on veut parler de bilan, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette académie-là? Bon, déjà, les raisons, c'est que moi, j'ai été aussi un joueur de foot. J'ai connu le foot au Togo, dans le même quartier. Et c'était vraiment des difficultés pour les enfants de taper dans le ballon parce que ça manquait du matériel. Il y avait beaucoup de choses qui manquaient. Et étant de l'autre côté, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux apporter à mon quartier si ce n'est que ce truc-là que les enfants, ils adorent faire dans le quartier, le foot. Donc je me suis dit, écoute, tu mets en place une académie pour pouvoir aider tes enfants du quartier et les jeunes du quartier à peut-être devenir des stars qui peuvent jouer dans l'épervier et aider le Togo
à se faire mieux connaître. Donc c'est parti par là. Et comme je tiens vraiment à l'éducation de mon quartier, donc je mets vraiment l'accent sur l'éducation. Alors aujourd'hui, quel est le bilan? Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette académie? Le bilan, c'est que 10 ans d'existence, ça fait 10 ans. Depuis 2011, maintenant c'est 10 ans. Donc on tient vraiment la route, on essaie de travailler, de persévérer pour que un jour on arrive à devenir vraiment une académie de référence au Togo. Au cours donc de ces 10 ans, est-ce que vous avez pu sortir des enfants peut-être aujourd'hui qui jouent dans les clubs, qui sont partis à l'extérieur? Alors, il y a des enfants qui étaient dans l'académie, qui sont maintenant en première division, mais ce n'était pas par rapport à l'académie qui sont... ils ont transité par l'académie, et l'académie a pu au moins donner au moins 2 joueurs aux éperviers U17. Wow. Okay. Et puis une fois avec les éperviers U20, on a pu aussi donner un joueur. Alors Edouard, je viens maintenant à vous. Vous êtes analyste, vous êtes journaliste, vous regardez un peu la vie de ces académies-là. C'est vrai qu'aujourd'hui ça pousse. Il y a des bonnes volontés qui quand même arrivent à initier ces centres de formation, ces académies pour aider les jeunes, mais on dira peut-être que le chemin est encore long quand on voit un peu ce qui se fait à l'étranger. Oui, le chemin est long. D'abord, il faut disposer de son infrastructure. C'est très important. Et aujourd'hui, quand vous êtes seul, ça serait un peu difficile. Mais en même temps, on nous parle d'une académie qui existe depuis 2011 et on sait que ça va battre de l'aile entre-temps. Il y a la pandémie qui s'est déliée. Mais en même temps, il y a aussi ces genres de partenariats qu'on pourrait nouer. Maintenant, le partenariat entre académie et club togolais commence par déranger. Il y a certains clubs qui refusent de payer ce qui devrait être aux académies. Et quand les académies réclament, on se dit non mais moi je vous offre une opportunité pour que votre joueur puisse évoluer. On connaît tout ça. Il va falloir que ça s'arrête à un moment donné. Quand vous mettez du papier entre les deux organisations, je crois que ça pourrait bien se définir. On se dit, le joueur arrive chez vous, l'académie vous passe le joueur pour une telle durée et après ça vous avez telle somme à verser pour l'académie, ce qui va permettre véritablement à cette académie-là d'évoluer. Je ne veux pas faire de publicité gratuite, mais il y a un exemple qui est là actuellement avec le CDF ACNO qui cède ses joueurs, mais qui continue toujours par jouer le championnat. Donc c'est l'occasion pour moi de passer ce message au président justement qui est là, de se faire entourer de personnes qui puissent véritablement faire le travail. Il faut oublier, comment je veux le dire, l'amitié forcément, mais quand une personne n'est pas compétente pour aider cette académie à évoluer, je crois qu'il faut l'écarter. Mais en même temps, il faut faire des projections sur l'avenir. Ça fait 11 ans déjà et on ne doit plus trouver des excuses à l'académie Bouba de ne pas nous sortir des talents. Il faut régulièrement que l'académie Bouba soit présente en D2, en D1, pourquoi pas dans les différentes sélections nationales, comme il a dit, pour les U17, on en a véritablement besoin. Le Togo a eu à jouer le tournoi FOAB en janvier dernier avec des joueurs de moins de 17 ans, mais entre temps ça a commencé par jaser parce que le Togo a été éliminé, vous le comprenez à juste titre, et donc l'académie Bouba n'a plus ou bien n'aura plus d'excuses pour l'année à venir ou bien le quinquennat. C'est à eux de prouver véritablement qu'ils ont de la matière. Heureusement le président, je vais finir rapidement comme ça, a des contacts à l'extérieur, il vit également à l'extérieur, c'est à lui maintenant d'aller chercher ses partenariats, jouer sur ces relations-là, disposer de son infrastructure, faire le sport-études comme il le fait déjà, c'est déjà louable. Il y a peu d'académies qui font cela. D'accord. Alors, Monsieur le Président, vous avez écouté le développement de Edouard Agbetou par rapport donc à la vie des académies dans notre pays. On n'en finira pas d'en parler. Ça part d'abord des infrastructures, du matériel qu'il faut disposer pour les enfants. Mais là, ça commence toujours par là, parce que quand on joue le ballon dans le sable pour aller compétir avec quelqu'un qui a grandi dans le gazon. Le président est un ancien footballeur et il n'a pas eu les mêmes conditions que ses enfants à l'heure actuelle. Mais moi je pense que
le débat ne se situe pas par rapport aux infrastructures que les académies doivent disposer pour l'instant au Togo, parce que il faut qu'on se dise la vérité, les moyens manquent, il y a beaucoup de choses qui font que pour l'instant ce n'est pas ça. Mais moi, ce qui est important pour moi, c'est que il faut qu'on arrive à former vraiment les entraîneurs, parce que c'est les entraîneurs parce que si on a des bons entraîneurs, on arrivera à avoir de très bons joueurs, même si l'état des pelouses. Parce que quand on joue dans le gravier, on joue. Pas mal d'Africains qui sont en Europe sont passés par ces genres de terrain-là. Donc il y a facteur chance, et puis il y a au moins le minimum qu'on doit avoir. Et le minimum là, c'est vraiment les entraîneurs qu'on doit former. Si on a des bons entraîneurs, des bons éducateurs, je pense qu'on peut. On va pas arriver comme en Europe, mais on a déjà essaiera de relever le niveau, et puis d'accord. Donc c'est ce que vous faites au sein du club. Vous avez des entraîneurs que vous formez actuellement? C'est ce que moi j'essaie de faire. J'amène de temps en temps des entraîneurs étrangers pour qu'on puisse mettre en place des trucs de qualité en place. Au niveau du matériel, on ne manque pas vraiment du matériel au niveau de l'académie. Et de temps en temps, en ligne, il y a des échanges entre nous, des images qui viennent, qu'on essaie d'apporter des corrections qu'on peut amener à ces entraîneurs pour qu'on puisse avoir des joueurs de qualité. Mais il y a quelque chose qui, moi je suis pas sur le terrain, c'est un peu ça qui fait défaut vraiment à l'académie. D'accord. On va quand même sortir par là, on va avec cette préoccupation dernière, on va sortir par là, comme je l'ai dit, prochainement nous reviendrons avec des images pour élucider davantage ce que nous sommes en train de dire. Alors aujourd'hui, les perspectives, quelle est la vision de Mourou Aboubakar pour l'académie Bouba? La vision de l'académie, c'est justement d'arriver à avoir des infrastructures qui sont primordiales pour la réussite d'une académie. Donc c'est vraiment le projet de l'académie Bouba, et essayer d'avoir des partenaires à l'extérieur comme à l'intérieur. Surtout dans la Guazongo où on n'en a pas encore. Ça sera le premier. Exactement. Un gros défi pour Exactement. Et surtout dans Zongo, quand on sait que pour le musulman, après Allah, c'est le football. Mais voilà. Il faut vraiment tout mettre pour vous avez tout dit, et ça doit être un gros défi. Pourquoi pas? On se dit, dans 10 ans, on peut avoir une infrastructure au nom de Bouba. Et ça aussi, ça va profiter à la nation, parce que c'est la fédération qui va exploiter ce terrain-là. Il y a le cas avec Agaza aujourd'hui. Et donc, je crois que ça sera une belle opportunité. Quand il y aura aussi des tournois inter-académies, il y a des projets qui arrivent. Je sais qu'entre-temps, il y a eu un projet pour le Bayern Munich qui est arrivé ici au Togo. Seulement, je ne sais pas si Bouba y avait participé. Voilà, justement. Donc, c'est une opportunité. Ce sont des genres d'opportunités, d'occasions qu'il faut mettre à disposition de ses enfants. Et ça aussi, ça galvanise les parents. Il y a un parent qui est à côté, qui voit son enfant faire le sport et études en même temps, et qui participe à ces genres de tournois, qui va faire des stages, pourquoi pas en Allemagne, à Leipzig, parce qu'on voit des joueurs le faire. Quand aujourd'hui vous voyez les Doké, les frères Doké et autres, ils sont passés par là. Donc ça reste également un défi. Et ça aussi, ça va faire venir d'autres parents dans l'académie. Je sais que Bouba ne va pas automatiquement détecter pour détecter. Forcément, le parent va participer en quelque sorte à la vie éducative de son enfant. Donc moi, à mon humble avis, c'est un projet qui est assez lourd. Et pour le président, il le sait. Heureusement que c'est un ancien footballeur. C'est à lui maintenant de se faire entourer de bonnes personnes. Voilà, il faut rappeler également qu'au-delà de ce titre-là ou d'un ancien joueur, vous êtes également coach au sein d'un club de la 2e division en Suisse. Vous êtes entraîneur des attaquants, et c'est bien ça. Voilà. Automatiquement, il fut attaquant. Voilà. J'ai été un joueur, pas attaquant qui marque des buts, mais j'ai été un joueur offensif. Et c'est comme ça que c'est venu de prendre cette responsabilité au sein de ce club-là,
de former les attaquants, d'aider les attaquants à marquer beaucoup plus de buts. Oui. On aura d'autres occasions pour donc échanger donc sur le travail qui doit se faire au sein donc des clubs, la formation, puisque on en a besoin. Aujourd'hui, on parle de la reconversion. On a vu de ces éperviers qui sont portés disparus parce que ils n'ont plus rien à donner après donc le terrain. Après donc le terrain, ils n'ont plus rien à faire. Dieu merci, il y a quand même certains aujourd'hui qui sont à la tête des clubs comme entraîneurs. Ouais. Nous saluons donc tout ce pactole des anciens joueurs qui sont devenus des entraîneurs. On espère en avoir d'autres encore pour le développement du football au Togo. Alors, mesdames et messieurs, compte tenu du temps, permettez que nous puissions évoluer rapidement avec d'autres sujets inscrits donc à l'ordre de cette émission. J'en parlais donc dans l'introduction. Situation de la CAN Cameroun 2022. D'abord, on va peut-être dire juste un mot sur ce, puisque nous parlons des anciens joueurs après donc leur prestation sur le terrain. Ouais. Samuel Eto'o est devenu aujourd'hui le patron de la FECA Foot. Un bel exemple et un signal assez fort. Oui, un signal assez fort d'abord pour la Côte d'Ivoire. Ouais. Et ensuite Didier Drogba. On sait que ils étaient en concurrence sur le terrain et aujourd'hui ils sont encore une nouvelle fois en concurrence pour un poste décisionnel quand même dans la vie sportive d'un pays. Didier Drogba, à cause de lui, on va le dire ainsi, un comité de normalisation a été installé en Côte d'Ivoire, mais pour Samuel Eto'o, oui, il a été vraiment engagé, bien engagé, jusqu'au jour de l'élection. Au jour de l'élection, il avait ses yeux partout, N'eût été ces genres de réactions, je crois que Samuel Eto'o aurait échoué. Oui, parce que le candidat en face, c'est un bon joueur. C'est un vieux de la vieille. Il connaît les rouages, effectivement. Et il a également ses amis avec lui. C'était un tout petit peu serré avec Samuel Eto'o, mais quoi qu'on dise, voir un joueur qui quitte le terrain et être aujourd'hui président de la fédération, c'est quand même fort louable. Et je l'ai dit en entrée de jeu, c'est un signal assez fort. Mais ce qui me rassure en quelque sorte, c'est que Samuel Eto'o, vous n'allez pas me dire qu'il va arriver aujourd'hui pour de l'argent. Ouais, il en a tellement. Il est riche, il faut employer le mot quand il le faut. Il est riche, Samuel Eto'o est riche. Et je vois très mal un Samuel Eto'o arriver et que le Cameroun va encore vivre les histoires de primes non payées. On en a connu en 2018, rappelez-vous. Je vois très mal cela. Et donc, il a déjà instruit son équipe, son staff, à ce que l'équipe nationale puisse faire une bonne CAN dans de bonnes conditions, parce qu'il a connu de ces genres de remous. Et donc, pour moi, c'est un bel exemple. C'est un bel exemple. Alors, M. Mourou, Samuel Eto'o à la tête de la Fédération camerounaise de football, qu'est-ce que cela vous en dit? Moi, je vais juste dire bravo à lui. Déjà, vraiment bravo à lui. C'est aimer son pays. De la façon dont il s'est battu, c'est que c'est de l'amour pour le pays. C'est de vouloir voir son pays évoluer dans le foot. Donc, je ne peux que lui souhaiter vraiment bonne chance. Et que ça devient vraiment un exemple à suivre pour les autres anciens footballeurs africains. C'est un bel exemple également à côté de nous ici. Footballeur sur le terrain aujourd'hui, qui est entraîneur et responsable d'académie. D'accord. Alors, la première, on va dire, patate chaude dans la main de Samuel Eto'o. C'est cet événement-là, la CAN que le Cameroun devra organiser, c'est du 9 janvier au 6 février. Et la fête du football africain, c'est vrai que la fédération n'est qu'un démembrement du pouvoir national. Donc aujourd'hui, on voit ce rebondissement-là au niveau donc, de l'organisation de la CAN, la FIFA, qui a rencontré la CAF la dernière fois, lui demandant lui intimant donc le souhait de reporter l'événement. Certainement que vous êtes en train de suivre l'actualité par rapport donc à cet événement. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais je pense que tout ça nous fait comprendre que nous les Africains, il est temps qu'on arrive à se soutenir et à être solidaires entre nous et montrer aux autres que on est capable aussi de s'en sortir sans eux. Tant que tout ce qu'on fait va venir de là, donc on aura toujours cet tiraillement-là. Moi, je comprends les clubs européens. Chacun essaie de défendre son intérêt. Maintenant, à nous aussi de savoir défendre nos intérêts, je pense. Défendre nos intérêts
Ça passe d'abord par les infrastructures, on en parlait donc lorsque nous parlions des académies. La première raison que la FIFA a évoquée, c'est les infrastructures, peut-être qui ne seront pas disponibles avant donc le 9 janvier. La deuxième raison, la crise sanitaire. Les clubs de l'Europe se plaignent que lorsque les joueurs vont venir jouer, à leur retour, on va devoir les mettre en quarantaine. Et cela va perdre du temps. Il y a le Omicron qui est là et vraiment qui sévit. Alors, toutes ces raisons feront qu'on va reporter la CAN? Non, je ne pense pas. Dernière nouvelle, avant que nous nous soyons en studio, la CAN sera bel et bien organisée par le Cameroun et au stade de Dolembe qui sera bientôt rebaptisé Paul Biya. De l'autre côté, c'est que le Cameroun laisse passer l'impunité. Il y a des gens qui ont pris cet argent-là pour faire du n'importe quoi, tout simplement. Surenchère, surfacturation à chaque fois, le ciment qui passe de son prix habituel, qui triple véritablement, c'est compliqué. Et tout ceci, comment expliquer le fait qu'on ne puisse pas mettre sous les barreaux ces personnes-là qui ont géré cet argent-là, l'argent public? C'est compliqué. Et ça aussi, c'est le Cameroun. N'oubliez pas, le Cameroun, longtemps on a dit qu'il va organiser la CAN. À chaque fois, ça n'arrive pas. Mais la CAF qui tient toujours à son idéologie de pouvoir céder son organisation à un pays, ne pas la retirer, c'est compliqué. Mais quand ça ne va pas, il faut retirer tout simplement. À chaque fois, il y a des réunions sur réunions. On annonce même une réunion demain entre le président de la CAF et le président de la République camerounaise, Paul Biya. Finalement, c'est pour quelle finalité? Je me pose énormément de questions. On parle d'un complexe qui doit être fait avec 4 autres terrains, mais à l'heure actuelle, c'est toujours le terrain, le stade d'Olembe dont la pelouse est prête, mais ce sont les alentours qui ne sont pas prêts. Ça commence par déranger. Oui, le président parle tout à l'heure de soutien et autres, c'est ce qui nous manque à un moment donné, mais quand il y a de l'impunité, quand il y a de la médiocrité, on ne doit pas l'encourager. Et c'est ce qu'on tente de camoufler un tout petit peu au niveau du Cameroun. La CAF essaie de camoufler les failles, les tares du Cameroun dans l'organisation. Mais quoi qu'on dise, n'oublions pas qu'entre-temps, le Cameroun a organisé le CHAN. Et donc, a priori, tout sera réglé. Monsieur Morou, je reviens à vous, quand on parle des infrastructures pour organiser la CAN, cela ne pouvait pas quand même dépasser le Cameroun qu'on connaît avec Paul Biya et qui avait vraiment cette volonté que l'événement puisse se tenir au Cameroun. Alors, Edouard parle de la malversation au niveau des finances, de la mauvaise gestion au niveau des finances. Alors, peut-être qu'on va parler aussi des personnalités. Quand on prend l'ancien président de la Fédération camerounaise de football, Seydou Mbobo Dioya, comme on le dit, c'est un vieux de la vieille qui, avec toutes ces stars, quand même, on ne va pas les finir de les citer au niveau du Cameroun. Pourquoi est-ce qu'il ne pouvait pas avoir cette synergie d'action pour que véritablement le temps arrivé que le Cameroun puisse dire oui, nous sommes prêts pour organiser la CAN? Justement, c'est pour ça que moi je tiens toujours à parler de Eto'o, à lui souhaiter vraiment de la réussite, de la bonne chance, parce qu'il faut des gens de vision. Quand on n'a pas de vision, c'est toujours difficile. On a tout le temps tendance à attendre, on va le faire demain, on va le faire demain. Alors il faut de la vision. Et je pense qu'avec Samuel Eto'o, tout ira bien. Tout ira bien, il y aura de la vision pour le football. Permettez-moi d'ouvrir une fenêtre, parce que lorsqu'il est arrivé, le lendemain de sa prise de fonction, il a bloqué les portes. Tous ceux-là qui rentreraient derrière lui, il les vire. Et quand c'est comme ça, est-ce que ça ne peut pas créer d'autres situations, d'autres ennemis qui tenteraient de lui mettre les bâtons dans les roues? Le problème, c'est que quand on ne comprend pas l'idéologie, c'est toujours comme ça. Je pense qu'il est temps que nous, Africains, on comprenne que c'est pas le travail. C'est vraiment pas le travail qu'on va... Donc, pour conclure, il faut dire qu'il doit s'entourer de bonnes personnes
pour pouvoir. Sinon, il y aura toujours. Si beaucoup de clubs africains, si beaucoup d'organisations, de fédérations ont de ce genre de situation, la FECO Foot, Fédération congolaise de football, avec Constant Marie, toujours la même situation, qui est là depuis pas mal d'années. Les élections à chaque fois, c'est que, ok, d'accord, il y a des gens sous lui qui comprennent que du moment où il est là, ça nous arrange, quoi. C'est ça le problème. Nous ne nous entourons pas de bonnes personnes, des personnes de vision, comme l'a dit le président Mourou. S'il y a de ces genres de personnes, d'abord qui ont des moyens, il n'y a pas que le président. Il n'y aura pas que Samuel Eto'o qui va avoir les moyens à chaque fois sortir de sa poche. Non. Si tout le monde s'y mettait, si on s'entourait de bonnes personnes, de bons partenaires, ou bien vous mettez en place un bon projet, vous allez croiser les bras et que ce sont des partenaires qui vont se bousculer tout simplement. Mais c'est parce que vous ne vous entourez pas de bonnes personnes, vous laissez tout ceci passer. Seydou Mbombo Njoya, depuis qu'il est à la fédération, la peinture du siège. Non, mais ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Ça, c'était même le premier bâton de pèlerin de Samuel Eto'o. Quand il a commencé sa campagne, ça n'a pas changé et c'est resté intact. C'est compliqué. Et pourtant, nous allons rentrer en 2022. Vous voyez le siège de la FECA Foot complètement délabré. Ce n'est pas bien. Il va falloir qu'il y ait des personnes qui partagent véritablement ces idéologies, qui acceptent de travailler pour le pays et qui seront récompensés en retour. Sans ça, je crois qu'il y aurait toujours à chaque fois des personnes qui vont voyager, qui vont aller se taper les $2000. Oui, parce qu'à un moment donné, ça commence à bousculer. Tout le monde veut voyager pour les $2000 offerts par la CAF. Et on oublie l'essentiel. On oublie ceux qui sont les acteurs, les véritables acteurs sur le terrain. On oublie justement ces jeunes-là qui doivent compétir, qui doivent avoir des infrastructures en bonne et due forme, qui doivent avoir des équipements nécessaires pour travailler. Et n'oublions pas aussi que le sport maintenant, le football, est devenu un métier. C'est un métier. Pourvoyeur d'emploi, justement, même si vous n'êtes pas sur le rectangle vert, vous pouvez, comme on le dit dans notre jargon, manger votre vie à partir des activités footballistiques. Alors, M. Mourou, je reviens à vous. Par rapport donc à cet événement à la CAN, ce bras de fer qui semble naître entre les clubs européens et les nations africaines, si ce bras de fer va perdurer, si chacun va vouloir tirer véritablement le drap vers son côté, à quoi on va arriver? Il faudrait que les joueurs eux-mêmes décident de leur sort, ou qu'est-ce qui va se passer? Non, moi je pense qu'il y aura des compromis, on va trouver des solutions à ça. Maintenant, comme j'ai dit tantôt, c'est que chacun essaie de défendre ses intérêts. Maintenant, à chaque fédération de savoir convaincre ces équipes-là et ces joueurs, et aussi aux joueurs de montrer l'amour du pays et de vouloir venir compétir, parce que je pense que les jeunes africains ont besoin de voir les stars africains compétir dans les compétitions africaines. C'est des joueurs qui ont grandi ici et qui sont allés monnayer leur talent. Aujourd'hui, si on leur refuse de revenir au pays, et ça veut dire qu'ils pourraient demander qu'on augmente leur salaire. Sinon, s'ils reviennent, ça sera tout aussi, ils ne pourront plus revenir. À quoi on va finalement arriver avec ce bras de fer entre les clubs et les nations? Je comprends certains joueurs comme les Sékou Fofana au niveau de la Côte d'Ivoire qui refusent et qui veulent véritablement se concentrer. Il y a le cas avec Djamel Belmadi qui a écarté Andy Delors également. Il faut comprendre parce que ce sont les clubs qui payent véritablement les joueurs. Mais comme le président l'a dit, il faut démontrer aussi son amour à la patrie, même si certains pays sont dans la zone rouge au niveau de l'Europe, il faut s'engager. Ce n'est pas une petite compétition comme certains entraîneurs puissent le croire, non. On parle de la CAN. Et du même moment où il y a l'euro, il y a la Coupe des clubs qui est aussi en face. C'est de cette même façon qu'on organise également la CAN. Et priver un joueur africain de cette compétition-là, et pas un joueur des moindres, on ne parle pas des joueurs de seconde zone, excusez-moi, c'est vrai que c'est une équipe, mais on parle de Sadio Mané, on parle de Mohamed Salah, qui puisse véritablement apporter énormément offensivement à l'Égypte ou bien au Sénégal. La preuve, même quand il n'y a pas Sadio Mané, difficilement le Sénégal arrive à faire le jeu. Donc moi je crois qu'il va falloir qu'on arrête finalement avec ça. Même si je ne suis pas pour l'organisation d'une Coupe du Monde
tous les 2 ans et pour la CAN tous les 4 ans. Puis il va falloir qu'on trouve... Comme on le dit, la FIFA a aussi des c'est vrai. On met que le magot devant. Et on oublie notamment les acteurs sur le terrain. On oublie qu'ils ont des temps de récupération. Ce sont des muscles, ce sont des débauches d'énergie qu'on fait. Il va falloir compenser tout ceci. Il faut se reposer entre clubs, entre sélections et entre coupes nationales. C'est extrêmement difficile pour les joueurs. Dine Dakona m'en sait quelque chose également. Donc il va falloir qu'on arrête et que la CAF trouve une solution avec la FIFA pour que ces clubs-là ne sortent pas à chaque compétition de la CAN cette histoire de je ne veux pas libérer les joueurs. D'accord. Ce que je peux ajouter par rapport à tout ce qu'on entend de dire, et quand je parle de la vision, vraiment ça fait partie de cette partie-là où il est temps que nos championnats deviennent des championnats professionnels pour que de rehausser le niveau, parce que si on a des joueurs qui jouent dans le pays, qui gagnent bien payés, on n'aura pas ce souci-là. Est-ce que les clubs africains, les championnats arriveront à payer à la taille de ce que ces joueurs-là gagnent? On voit même... Il faut c'est la volonté, c'est une question de volonté. Allez vers les partenaires. Il y a de grosses sociétés au Togo actuellement. Allez-y, toquez à la porte, vous arrivez aujourd'hui, on ne vous reçoit pas, revenez le lendemain, le jour d'après, revenez, insistez, continuez toujours par appeler. Mais aujourd'hui, il y a des clubs qui n'ont même pas de siège. Comment est-ce que vous pouvez comprendre ça? Et en même temps, vous voulez du résultat ici et maintenant. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Le football a changé, a complètement changé. On ne fait plus du football pour la passion. Le football, c'est toute une organisation. On va même jusqu'à... Oui, c'est toute une industrie. Aujourd'hui, vous avez un joueur, si vous l'entretenez très bien, vous savez que c'est un joueur prometteur, vous le mettez dans des conditions, je dis bien minimales, parce que là, nous sommes dans le football amateur. Nous ne sommes pas encore dans un football amateur au Togo. Le président en sait quelque chose, il vit là-bas. Un football amateur, c'est tout un ensemble. On n'en a pas encore ici. Et pourtant, on annonce le championnat professionnel prochainement. Il faut des prérequis. Ces prérequis-là, il va falloir qu'on ait de bons formateurs, des diplômes qualifiés d'abord, qu'on n'en a pas jusqu'à présent. Et il y a certains entraîneurs qui se plaisent dans ces histoires de licence BCAF. Oui, je sais que ça va commencer par jaser après l'émission. Il y en a encore qui vont m'appeler. Mais il va falloir que ça s'arrête. Un entraîneur qui veut être qualifié ou bien qui veut se faire respecter, il faut aller vous faire former. Allez vous faire former. Et arriver, dès que vous montrez votre diplôme, on ne peut pas vous proposer un salaire dérisoire. Ça, je suis désolé. Vous êtes sûr? Il faut avoir les moyens pour pouvoir payer un entraîneur, par exemple. Le président n'a pas attendu quelqu'un pour mettre son centre de formation. Non, vous aviez entendu quelqu'un? Pas du tout. Pas du tout. Il a mis en place et il sait quel projet il a derrière. Il sait que s'il met en place de bonnes conditions, non mais si quelqu'un veut venir chercher 3 joueurs à la fin de la saison, excusez-moi, si on vous dit 90 000 € pour un seul joueur, mais le président avec un seul joueur, il a déjà son stade dans Guazongo. Mais il suffit seulement, il sait très bien qu'il peut vendre ce joueur. Dans 10 ans, il peut le vendre. Il met évidemment les moyens, il le met à l'école. Heureusement qu'il met déjà sport et études ensemble. Mais il sait qu'après 5 ans, il peut vendre ce joueur déjà à 15 ans. Et à la revente, il a également... Mais ce sont des visions. Il a des retours. Je pense que... C'est bien vrai que les entraîneurs doivent aller se faire former, mais ils vont aller se faire former où? C'est aussi ça la question qu'on doit se poser. Parce que moi je vis en Suisse. Quand je vis en Suisse, je ne vais pas aller en France pour me former. Je vais me former en Suisse. En Suisse. Donc je pense que c'est dans nos pays qu'il faut mettre des moyens et faire venir peut-être des spécialistes, des experts. Pas des experts. En Suisse, les Suisses n'amènent pas les Français pour les former. C'est les Suisses qui forment les Suisses. Et c'est les Français qui forment les Français. Donc je pense que c'est pour ça que je parle de la vision. Il y a beaucoup de choses qu'on doit chercher à mettre en place pour permettre à tout un chacun de nous de bien s'améliorer dans ce qu'il a envie de faire. Mais en même temps, président, justement par rapport à cette formation, mais il faut pour un entraîneur qui a déjà la licence BCAF, si réellement la vision c'est d'être un entraîneur pro,
trouvez-vous les moyens. Trouvez-vous les moyens, allez vous faire former en Europe, je ne sais pas. Et après, vous revenez et vous mettez en place, avec le concours de la fédération ou bien du ministère des Sports, vous écrivez un projet, vous leur adressez, parce que vous êtes un entraîneur qualifié, vous mettez en place justement ces gens de... Dans tous les cas, le mal est un peu profond et on essaiera peut-être de revenir dans d'autres émissions. On avait eu donc sur ce plateau le président de l'association des entraîneurs du Togo, qui se trouve être l'ANAFOOT, qui se trouve être aussi le directeur technique national des entraîneurs du Togo, qui se trouve être aussi le directeur technique national. Et donc, si on doit à chaque fois attendre la RTL, je crois que il y a beaucoup de choses à dire, donc on espère le retrouver très prochainement et on essaiera de parler également de cet aspect de la chose. Sinon, le mal est profond. On a vraiment besoin de travailler dur pour relever le niveau de notre football. Et voilà donc qui va donc nous servir de transition. En tout cas, pour ce qui est de la CAN, il faut noter que c'est bien aujourd'hui que le président de la CAF aura donc une rencontre avec le président. Demain. Mais aujourd'hui, il y a une réunion quand même au niveau de la CAF. Mais la réunion dont je parle pour demain, c'est entre le président de la d'accord. Et celui de... Tout compte fait, aujourd'hui également, il y a rencontre de la CAF, il y a rencontre du comité de la CAF. Et donc, dès notre prochaine émission, dans l'émission de lundi prochain, on reviendra sur d'autres actualités si véritablement elles ont évolué. Voilà donc ce qu'on peut dire pour marquer une courte pause avant donc d'aborder les championnats nationaux de football au Togo, la D1 et la D2. On va prendre ce petit élément là qui nous fait le résumé de la première division et juste derrière on ouvre le débat. Pas toujours de victoire pour les Anges de Notien dans ce championnat national de football de première division saison 2021-2022. Pour le compte de la 4e journée disputée ce week-end, les messagers du ciel étaient en déplacement sur Anéro pour y affronter les requins mâles de la localité. Les poulains du coach Koubadja Walik n'ont pas été ridicules dans le jeu, mais simplement les occasions n'ont pas été concrétisées. Il y a eu manque de réalisme dans l'attaque au niveau de la finition. Vous allez constater, on joue de la défense jusqu'à l'attaque, mais le ballon n'arrive pas à toucher les filets adverses. Et depuis le début de la saison, je ne répondais pas. Et je ne suis pas content de la personnalité. Faire 4 journées et ne pas gagner un match, je ne suis pas très content. Je ne suis pas du tout content. C'est vrai, tout à fait, on a une progression dans le jeu. Et cet après-midi, la deuxième partie a été très intense. Tous les joueurs sont vraiment galvanisés à prendre les 3 points. Ouais, ça fait que vous allez constater que du début jusqu'à la fin, il y a toujours eu des motivations, toujours de l'accélération vers le but adverse. C'est seulement les choses qui ont été répétées plusieurs fois à l'entraînement, seulement ça n'a pas donné exactement ce qu'on attendait. Bolesou à domicile avait besoin d'une deuxième victoire pour se remettre en confiance dans ce championnat. Malheureusement, les joueurs du coach Olofade n'ont pas su profiter des occasions qui se sont offertes à eux. Avec un effectif renouvelé, il fallait s'y attendre. 0 but partout, score final. On a reçu une bonne équipe parce qu'on a fait ce qu'on peut pour vraiment déverrouiller leur défense. Mais bon, parce qu'on n'a pas eu les occasions qu'il faut. Mais bon, tactiquement, ils étaient en place. On a essayé, mais bon, ils sont venus pour jouer le match nul. Ils ont eu leur match nul. Vous savez, quand il y a des cartons rouges, on doit changer, on ne va pas mettre des cartons rouges. S'il y a eu des blessés, on ne va pas mettre un blessé aussi sur l'air de jeu. Je pense que c'est ça qui fait qu'on est obligé de changer. Pour le compte de cette 4e journée, les derbies attendus n'ont accouché que des souris, sauf dans le Grand Cloto, où Gomido a épinglé Kotoko 1-0. À Kara, match nul et vierge entre Asco et ASC. À Lomé, même score entre Entente 2 et AS Togoport. Pendant ce temps, le Dynamique togolais et l'AS OTR se séparaient sur un match nul d'un partout. Ifodje et Sarah ont aussi fait match nul et vierge. AS Bina a dominé Unisport 1-0. Enfin, Kakadel de Doufelgou a violé la politesse aux guerriers de Tchaoudjo, dominé 2-1, mais il faut noter que les violences sont intervenues à la suite d'un pénalty sifflé puis refusé et le match n'est pas allé à son terme.
À l'issue de cette 4e journée, le Dynamique togolais et Entente 2 tiennent la tête dans la zone sud avec 8 points au compteur. Pendant ce temps, ASK et ASCO tiennent aussi les commandes dans la zone nord avec 8 points. Voilà donc un peu le résumé donc de cette 4e journée de la première division disputée sur l'ensemble du territoire. Les écarts se creusent déjà avec donc ces résultats. Edouard, quelle analyse faites-vous de la saison 2021-2022? Déjà, on commence au sud des chapeaux de roue. On voit également des clubs comme le Dynamique togolais au sud avec 4 matchs. En tête de son groupe. Et au nord, c'est difficile. C'est difficile pour les deux orgues de pouvoir damer les pions à leurs adversaires. Vous voyez que ce sont des scores disputés de 1 but partout. C'est compliqué pour que ce soit ASK et ASCO de Kara, sans oublier Unisport de Kouloumdé qui a perdu lors de la précédente journée à l'avancée. C'est difficile, ça commence par être difficile. Entre temps, on avait remis en cause les attaquants, mais ça commence par arriver. Le plus lourd score de la précédente journée, c'était pour le Dynamique togolais, 4 buts à 1. On a eu un 4 buts à 1 également pour Kakadel de Doufelgou avec Sylvain Karango qui a aussi marqué lors de la précédente journée. Je veux parler de cette 4e journée. Et donc je crois que c'est un championnat qui démarre sur des chapeaux de roue malgré quelques ajustements qu'on doit faire par rapport à Ange Football Club qui doit chercher maintenant à marquer. Le système n'arrive pas véritablement à permettre à Ange de marquer 4-5-1 avec un attaquant qui est isolé. Je veux parler de Honoré Piba, il est seul, donc il va falloir revoir ces genres de situations. Gomido également qui titube un tout petit peu, même s'il a enlevé le derby du Cloto. 1 but à 0. D'accord, je vous reviendrai dans un instant. Monsieur Mourou, tout le week-end pratiquement, vous êtes sur les terrains pour vivre les matchs. Et quelle analyse faites-vous de ces déjà 4 journées avec les clubs que vous avez suivis pour le compte de cette saison 2021-2022? Alors moi, en tant qu'observateur du football togolais, du championnat, que j'ai suivi quelques matchs, déjà moi je vais dire bravo à la défense des équipes parce qu'ils n'encaissent pas beaucoup de buts. Et maintenant, c'est aux attaquants de faire l'effort de marquer plus de buts parce que les spectateurs ont besoin de voir plus de buts. Donc c'est ce qu'on peut souhaiter aux attaquants. Oui, maintenant dans le jeu, est-ce qu'il y a un fond de jeu, le travail, vous êtes entraîneur des attaquants, quand vous regardez un peu les jeux, est-ce que vraiment il y a un fond de jeu au niveau de ces clubs-là? Je pense que ça se travaille, les attaquants, ça se travaille, il faut des répétitions, il faut expliquer beaucoup de choses, les mouvements devant les buts, des combinaisons, des regards entre les attaquants et les ailiers, et toute l'équipe ensemble, ça se travaille. Et malheureusement, je sais pas tellement ce que je vois. Sur le terrain, quand il y a des matchs, quand je vois les déplacements des attaquants, quand je vois les appels, donc il y a le contrôle, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à voir sur ce plan-là. Alors, quand nous prenons une équipe, on voit un peu le staff technique, le staff du club, il y a un entraîneur pour les gardiens et nous avons un entraîneur des attaquants ici sur le plateau. Ça veut dire que les clubs, voilà, ça veut dire que les clubs devraient en avoir. Alors tout le travail qui doit se faire, parce qu'aujourd'hui, quand nous regardons un peu nos championnats, je vais peut-être faire cette envolée là avant de revenir. Après le match à Gaza pour le compte de la deuxième journée. À Gaza a joué contre Tambo, c'était la journée. Pour sur le compte de cette deuxième journée, c'était ça va venir. Dans tous les cas, j'étais sur le terrain. Juste après, je suis monté chez un technicien en haut. Il a dit vraiment, il y a du travail. Et les joueurs, et les entraîneurs, et les arbitres, et les supporters. Vraiment. Il a enlevé tout le monde. Il a mis tout le monde dans le même panier. Oui, dans le même panier. Tout est question de formation. Entre temps, je parlais de formation et je demandais. À Gaza Espoir.
Voilà, Agatha Espoir. Espoir avait gagné Maranatha 3-2 à Rome. Et ils sont venus faire un match ici. Un but à 0. Voilà. Oui, on parlait de tout ceci, justement par rapport à la formation. Il faut des entraîneurs de qualité d'abord. L'entraîneur ne peut pas, au moment de s'occuper de l'ensemble de l'équipe, il faudrait quelqu'un comme le font les gardiens. Il faudrait quelqu'un également qui s'occupe des attaquants, voilà, quelqu'un qui s'occupe des milieux de terrain. Oui, non mais pas, au moins pour les milieux de terrain, ça revient à la charge du coach. Voilà, ça revient à la charge du coach. Mais il faut un entraîneur pour les attaquants, parce que ce sont des postes stratégiques. D'abord pour le gardien en premier, et ensuite pour un attaquant, parce que pour gagner des matchs, il faut marquer des buts. Il faut marquer des buts, et pour marquer des buts, il va falloir que les attaquants se comportent très bien. La majeure partie du temps, il faudrait à un attaquant de mettre le ballon au fond des filets. Et ça aussi, c'est un art. Non seulement un art, mais il faut l'apprendre. Il faut l'apprendre. On a vu des attaquants, enfin des défenseurs, qui sont devenus aujourd'hui des attaquants de métier. Comme pour les Michael Antonio de West Ham, je crois, oui. West Ham United en Angleterre. Aujourd'hui, c'est un véritable buteur. Entre-temps, il a joué presque à tous les postes défensifs. Que ce soit au milieu défensif, latéral droit et tout. Mais aujourd'hui, c'est un attaquant. Il y a plusieurs joueurs comme ça. Donc, c'est tout un ensemble. C'est tout un ensemble. Aujourd'hui, nous ne sommes pas encore dans un football amateur pour s'offrir ce luxe-là. D'avoir ces entraîneurs, d'abord difficilement l'entraîneur est payé dans certains clubs. C'est justement cette préoccupation que je voulais en venir. Si on a la charge des joueurs et maintenant associé à la charge de tout ce staff technique, toutes ces spécialités qu'il faut avoir au sein du staff technique, est-ce que les présidents des clubs arriveront à supporter? Non seulement les présidents de clubs, mais surtout l'ANIFOOT, l'association des entraîneurs. Oui, il va falloir qu'on fixe un taux. D'ailleurs, un étage, quand vous disposez de tel diplôme, c'est un salaire compris entre tel et tel. Voilà, il va falloir qu'on insiste là-dessus parce qu'il y a de ces entraîneurs togolais également qui se font des coups bas. Si vous refusez, par exemple, je dis une bêtise, 50 000, il y a quelqu'un qui peut accepter 45 000. Par exemple, pour entraîner le club. Qui dirait, mais président, trouvez-moi quelque chose, juste quelque chose, et puis je vais faire avec. Et ça se passe au jour le jour avec le championnat togolais. Surtout en deuxième division où c'est beaucoup plus criard, il va falloir qu'on arrête avec ça pour qu'un entraîneur soit sur le banc d'un club de première et de deuxième division. La fédération a déjà fixé le rang ou bien le niveau. Si vous ne disposez pas de ce diplôme-là, d'abord c'est le quatrième officiel qui va vous empêcher d'être là. D'ailleurs, quand les clubs se qualifient pour la Coupe africaine, vous voyez ce qui se passe. L'entraîneur est dans les tribunes, mais après le match, c'est lui qui vient expliquer ce qui s'est passé. Comment pourrait-il expliquer l'animation offensive et tout? C'est difficile. C'est cette situation qui se passe au niveau d'ASCO? Moi, c'est ce qui se passe actuellement. Je vous ai ouvert je vous l'avais dit, et c'est ce qui se passe actuellement. Pas de diplôme qualifié. La CAF dit, ok d'accord, monsieur, vous devez avoir diplôme tel niveau, vous ne l'avez pas. Qu'est-ce que vous voulez? Aujourd'hui, on se pose la question, quel est le rôle qu'Abalo joue concrètement au niveau d'ASCO? Il est l'entraîneur principal. Il est l'entraîneur principal, même si admettons qu'on est parti tard la nuit, mais il est l'entraîneur principal. Et encore, si ASCO se qualifie, est-ce qu'il pourra être sur le banc parce qu'il a été enregistré comme entraîneur principal avec son diplôme et il n'a pas été accepté. C'est pourquoi je parle toujours de diplôme. Les présidents de clubs doivent cesser avec cette mentalité de j'investis pour investir. Il faut investir pour avoir un retour sur investissement. Le retour sur investissement, ce qui voudrait dire que votre joueur est là, à chaque fois il ne peut pas se lever pour aller se dégommer un contrat juste comme ça. C'est vous qui imposez votre prix parce que c'est vous qui avez entretenu le joueur. Vous lui avez signé un contrat en bonne et due forme et au moment de la revente, vous savez ce que vous allez recevoir. Et quand vous signez un contrat sur 3 ans, vous savez que le joueur ne va pas rester avec vous. Peut-être sur 3 ans, vous allez tout faire pour qu'il parte. C'est à vous de mettre en place tout cet organisme-là pour vous permettre d'avoir le retour sur investissement. Alors, M. Mourou, vous êtes coach au sein d'un club de la deuxième division, Stade Lausanne-Ouchi, c'est bien ça? Ouchi. Alors, vous êtes également entraîneur des attaquants. Donc, vous avez vécu longtemps en Suisse, vous avez vu comment ça se passe là-bas. Quand vous vous référez un peu à votre pays, aujourd'hui vous êtes là. Nous avons besoin de vos expertises. Comment est-ce qu'on fait pour amener de l'argent dans un club? Comment est-ce qu'on fait pour relever le niveau d'un championnat à l'image ou à la lumière de ce que vous avez vécu là-bas? Quel conseil vous donnez aux Togolais?
Le conseil que je peux donner, est-ce que j'ai vraiment un conseil à donner? C'est juste ce qu'il faut faire, exactement, c'est ce qu'il faut faire, parce que même le club amateur en Europe savent comment trouver de l'argent. Ça passe déjà parce que quand on parle d'un club, c'est pas juste la première équipe. Il y a la première équipe, il y a la deuxième équipe, il y a la troisième, il y a la section junior. Et il y a même l'équipe féminine. Il y a des équipes féminines, il y a même des équipes seniors. Voilà. Il y a des équipes seniors de plus de 40 ans, de plus de 50 ans, de plus de 30 ans. Et tout ce monde-là paye la cotisation. Contribue à la vie du club. Contribue à la vie du club. Pas comme ces supporters-là qui ne peuvent même pas un sachet de Purata, mais qui sont exigeants sur le résultat. Donc c'est un peu comme ça. Et puis il y a l'État, il y a la fédération, il y a la commune aussi. Et puis il y a les sponsors. Il y a les sponsors qui mettent aussi de l'argent. Et peut-être le président qui a son entreprise aussi, qui participe à ce que le club puisse vivre. Donc c'est ces genres de trucs là qu'on doit chercher à mettre en place au Togo. Voilà. D'accord, je vous reviendrai. Voilà qu'aujourd'hui, ici, parfois même, on n'a pas envie de révéler ce qui est dans la cagnotte au niveau du ministère, au niveau de la fédération, ce qu'on donne au club. Et il faut aller peut-être fouiller avec des loupes pour pouvoir découvrir ce qu'on donne au club. Pourquoi ce genre de situation? Les exemples qu'il y a donnés, qui ressemblent à ce que vient de peindre le président Moreau, il y a Sarah Sport de Bafilo, qui a des groupes de supporters sur toute l'étendue du territoire national. Et donc, en fonction de votre moyen, vous vous dites, je vais appartenir au groupe de supporters de 10 000 francs le mois. Vous voyez, il y en a à différents étages. Pas catégorie. Justement. Et l'autre exemple aussi, il y a à Gaza. Il y a à Gaza de Lomé. Et je ne vais pas citer des clubs qui sont identitaires à de grosses firmes. Par exemple, l'AS Togoport, l'AS OTM, parce que là, on peut se dire que ça vient de ces sociétés-là. Mais quand vous prenez à Gaza, il y a des sympathisants qui sont à l'extérieur, il y a des partenaires qui sont à l'extérieur, qui participent à la vie du club. Et ailleurs, même on va jusqu'à mettre je sais pas, un truc de socios comme ça se fait en Espagne. On vous dit, ok d'accord, pour avoir accès au match, peut-être vous allez payer à chaque match 1000 francs pour avoir accès au stade et suivre le match de votre club de cœur. Un abonnement. On vous fait un abonnement, justement c'est le mot que je cherchais, merci président Moreau. On vous fait un abonnement, bien un package, on vous dit ok d'accord, ça fait 14 matchs, voilà, pour le championnat. On se dit au lieu de 14 000, parce que 1000 francs à chaque match, on vous fait ça à 10 000. Et non seulement ça, vous êtes là à participer à la vie du club. Donc c'est une opportunité pour vous également d'être un abonné au club là. Et à partir de cette condition-là, que vous pourrez exiger je sais pas, des résultats. Mais vous avez de ces supporters-là qui ne savent même pas comment vivre l'équipe, qui n'ont jamais joué au football, mais qui se permettent de ces facilités et on les laisse juste comme ça. C'est des fanatiques. Est-ce qu'on les a enseignés ainsi? Est-ce que c'est là l'objectif de notre émission, nous en tant que médias également? Qu'est-ce que nous apportons à ces supporters, à ces fanatiques? C'est pourquoi il faut avoir des groupes de supporters. Et ces groupes de supporters sont identitaires. On les identifie automatiquement. Je ne sais pas, par le t-shirt qu'ils vont porter à l'effigie du club, on sait qu'ils sont là. Même en Europe, il y a de ces supporters-là qui dégament effectivement avec Paris-Lyon. Mais vous allez voir que ce ne sont pas des supporters directs du club. Ils sont peut-être habitants de la ville, mais qui viennent au terrain juste pour semer du désordre. Là, on fait tout pour les identifier parce qu'ils ne font pas partie. Il y a une place réservée aux supporters et on voit d'où est parti c'est pourquoi il faut aussi des caméras sur le terrain. Tout ça là, c'est des moyens à disposer des caméras, avoir ce groupe de supporters, avoir même les forces de l'ordre qu'il faut avoir sur le terrain pour, comment on appelle, même les stadiers, tout ça là, c'est des moyens énormes. Et quand on voit un peu la situation du Togo, on se dit jusqu'à quand on pourra relever tous ces défis-là? Jusqu'à quand? J'espère pas pour longtemps. Pas pour longtemps parce que moi je sais que tout est possible si on a envie, si on a la volonté. Et je pense que c'est vraiment cette volonté qu'on doit prier que chacun de nous puisse avoir cette volonté et l'amour de vouloir voir son pays
être meilleur parmi les autres. Donc quand on a cet amour-là, je pense que c'est possible. Aujourd'hui, combien de présidents de club mettent des caméras sur les matchs? Sur les matchs. Il faut payer ces caméras, non? Ça coûte combien aujourd'hui pour lever une caméra? Il faut demander à 10 000. Non, mais ça fait 10 000. Ça fait 10 000. Ne serait-ce pour l'après-midi, ça fait 10 000. Ou soit vous avez, vous-même, vous payez une caméra pour... Voilà, pour pouvoir filmer les matchs. Sinon, mon maître a une caméra, donc vous pouvez venir le voir. Alors, permettez-moi donc de lire cette décision de la FIFA qui est de la FTF, la décision de la FTF qui nous est donc parvenue, avant donc de se prononcer sur cette rencontre-là, et c'est ça qui va mettre fin à cette émission. Le comité d'urgence de la Fédération togolaise de football prend acte de la suspension du stade municipal de Sokodé. Le comité d'urgence de la Fédération togolaise de football a réitéré ses condamnations à la suite des violences incidents qui ont émaillé la fin du match Semassi Kakadou, comptant pour la 4e journée du championnat national de première division, disputé dimanche 19 décembre au stade municipal de Sokodé. Réunis ce lundi 20 décembre 2021 pour faire un point complet sur les incidents survenus à Sokodé, le comité d'urgence de la Fédération togolaise de football a pris acte de la décision de la commission de discipline de suspendre le stade municipal de Sokodé jusqu'à décision définitive à intervenir et d'infliger des matchs à huis clos à disputer à l'extérieur à Semassi FC sur la base des rapports des officiels de match. En raison de la suspension du stade municipal de Sokodé, Semassi disputera ses matchs à domicile à huis clos à Atakpamé, tandis que Unisport disputera ses matchs à domicile au stade municipal de Kara. Le comité d'urgence a également entériné la proposition de reprogrammation des matchs de la 2e division sur les stades disponibles et instruit la commission d'organisation des compétitions afin de tenir compte de la suspension du stade municipal de Sokodé. Il rappelle que tout acte de violence sera sévèrement sanctionné conformément à la réglementation de la FTF. Le comité d'urgence renouvelle ses sincères remerciements aux autorités togolaises pour les mesures prises et aux autorités locales et aux forces de l'ordre pour leur prompte réaction. Signé le SCG de la FTF, Chris Dake. Voilà donc la décision à l'issue des violences qui ont émaillé le match Kakadou Semassi à Sokodé. Je crois qu'il faut passer véritablement à ces sanctions sur ces types, ces genres, ces pseudo-supporters-là qui ça donne à cette facilité-là, à cette bêtise, je vais le dire ainsi, parce que aucune raison, je dis bien aucune raison ne peut expliquer une violence sur le terrain. Même si par moment l'arbitrage n'a pas été ce qu'on attend. Il faut une erreur d'une équipe pour que l'autre marque. Et des défenseurs font des erreurs. Vous voyez même des entraîneurs qui attaquent automatiquement les arbitres. Mais à aucun moment un arbitre ne vient dire à un coach, mais coach, vous deviez mettre un système de 4-5-2 au lieu du 4-4-2. Voilà. Mais à chaque fois, ici vous ne deviez pas faire ça. Non, il faut arrêter. Ce sont des humains qui peuvent aussi commettre des erreurs. Et quand ça arrive, à leur superviseur ou à leur surveillant, justement, il faut l'accepter. C'est pourquoi il y a le fair play. C'est un jeu après tout. C'est un jeu et quelqu'un ne peut pas arriver au terrain pour blesser l'autre. Et il va falloir qu'on sévit véritablement. Peut-être que c'est le club qui va en partie forcément, parce qu'il y a d'autres également qui vont subir la conséquence Unisport et les clubs de 2e division de la Ligue régionale de Sokodé. Il va falloir qu'on constitue véritablement les responsabilités. Ceux qui sont auteurs de ces troubles-là, qu'on les mette sous les barreaux, parce que c'est très important. Violenter quelqu'un n'est pas dans la loi togolaise. Mouroum, voilà la situation, le stade qui est sanctionné, les matchs de la région centrale vont jouer un match à domicile un peu loin d'eux, ça complique peut-être les dépenses, mais comme Edouard le dit, peut-être qu'il faut corser davantage la sanction. Oui, justement, je suis d'accord, je pense qu'il faut fermement condamner ces genres de comportements, de violence sur le terrain. Ça n'a pas lieu d'avoir lieu sur le terrain parce que le terrain de foot ou les matchs sur le terrain, ça doit être vraiment la fête où on peut amener nos enfants à aller suivre les matchs. Donc c'est pour ça que moi je condamne vraiment ces genres de comportements. En tout cas, la violence s'appelle toujours à la violence. Nous espérons que d'autres sanctions arriveront pour véritablement
faire baisser cette situation-là. Sinon, on voit cette chaleur ou cette ferveur qui monte à chaque fois que les arbitres sifflent d'une manière ou d'une autre. Mais nous espérons qu'au niveau de la fédération également, on prendra toutes les dispositions pour conduire ces sifflets-là, pour que véritablement le travail qui doit être fait soit fait pour le bien de notre football. Il faut le rappeler, aucun arbitre togolais n'a été sélectionné pour la CAN à venir. On en parlera certainement avec les responsables de ce département lorsque nous les aurons sur ce plateau. Mais permettez, mesdames et messieurs, que nous mettons fin à cette émission, puisque le temps qui nous a été accordé est arrivé à sa fin. Merci à toute l'équipe qui a accompagné à la réalisation et à la diffusion. Djelil Dedia de l'autre côté du montage et Loge Kao, Mohamed Takaya de l'autre côté de la caméra. Merci à Jean Balouki de l'autre côté des manettes. Merci à nos deux invités qui ont donc partagé le plateau avec nous. Mesdames et messieurs, vous qui êtes restés jusqu'à nous suivre à cet instant, soyez remerciés. La rediffusion de cette émission, c'est jeudi à 11h sur la télévision deuxième. Et pour les internautes, retrouvez-nous sur notre page Facebook pour l'intégralité de cette émission. Merci et à très bientôt.